Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Les Conversations Kwibuka. Dans ce podcast, vous aurez l'occasion d'entendre des auteurs, des artistes, journalistes et activistes qui ont eu le courage d'agir et ont œuvré pour protéger la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Aujourd'hui, nous recevons Madame Yolande Mukagasana, qui est survivante, autrice, conférencière et figure publique. Elle milite pour la protection de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle est l'auteure de 4 livres sur le génocide et ses conséquences et a présenté son témoignage dans la production théâtrale itinérante emblématique Rwanda 94 et a reçu de nombreux prix internationaux pour son travail, notamment le prix du témoignage et de la solidarité de la Fondation Alexander Langer, le prix du courage moral du Comité juif américain et une mention honorable pour le prix de l'éducation à la paix de l'UNESCO. Le sujet de notre podcast aujourd'hui est la transmission comme outil de lutte contre l'idéologie du génocide. Madame Yolande, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, c'est bien. Ma première question pour vous. Vous avez publié le tout premier récit de survivante du génocide contre les Tutsis. Quelle a été votre démarche personnelle et politique vers l'écriture de ce premier livre ? C'est trop long. C'est pas grave. Ok, d'accord. Et d'abord, j'ai commencé à écrire, mais je ne savais pas que ce serait un jour un livre. J'étais cachée sous un évier dans une espèce d'armoire et on venait de massacrer ma famille. Je n'ai écrit que les dates. Et j'ai gardé ce bout de papier. Heureusement que j'avais fui avec un stylo, parce que j'avais tout le temps un stylo. Et c'est plus tard que la fille qui devait me prendre à la paroisse de Nyamirambo pour essayer de me faire partir, parce qu'on était devant déjà une barrière qui venait tout le temps fouiller les prêtres, parce qu'ils avaient déjà massacré ce qui avait fui dans l'église même. Nous, on était dans les chambres des prêtres. Pendant le génocide. Pendant le génocide. Et vraiment, j'étais tellement recherchée que tout le monde avait peur que si on me voyait, il n'y aura pas de survivants. Mais c'était depuis la chute de l'avion, la nuit déjà du 6. Et puis, on faisait tout pour que je puisse quitter la paroisse. Mais pour aller où? Alors, la sœur de la fille qui me cachait dans l'armoire de l'appartement qu'elle est louée parce qu'elle n'avait pas de maison, et surtout que celui qui était le propriétaire était en train de faire le génocide, même si ce fut mon ami. C'était un ami, vraiment un bon voisin, gentil. Et il ne voulait pas qu'on trouve un Tutsi caché chez lui. Et alors, la fille elle-même, j'avais peur de la faire tuer, que j'ai dû même fuir à la fin avec elle. Et on ne comptait que sur sa sœur qui était gendarme. Quand elle m'a prise à la paroisse, elle m'a obligée de jeter tout ce que j'avais sur moi. On était parvenu déjà à me trouver une carte d'identité Hutu qui ne portait pas mon nom du tout. Et si mes souvenirs sont bons, elle s'appelait Nyiransabimana Saverino, je ne sais plus. Mais comme on ne regardait plus les visages des gens qui avaient des pièces d'identité, on regardait seulement la mention Hutu, Tutsi. Et moi, désormais, j'étais Hutu. Bon, j'ai jeté donc mon papier, mais les dates étaient gravées dans ma mémoire. Et quand je suis arrivée dans la zone du Front patriotique qui m'a libérée, c'est là que quand les autres cherchaient à manger, moi, je cherchais à écrire. C'était ma seule façon de vivre. Oui. Voilà, donc c'est en ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Et quand je suis allée en Belgique, grâce à une amie, tout mon temps, je le passais à écrire. C'était ma seule façon de me réfugier sur quelque chose. Je n'arrivais pas encore à pleurer. C'était trop pour moi pour pleurer. Et puis, quand on me demandait de le raconter,
Je racontais comme si tu racontais un match de football où il était une fois, je ne sais pas quoi. Donc, tout le monde se demandait pourquoi je ne pleurais pas. Mais je n'avais pas de larmes. Pour moi, c'était plus que des larmes que j'avais, sauf si j'avais peut-être pleuré du sang à la place des larmes. Sûr. Et donc, c'est à ce moment-là que je commence à écrire. Mais les tout premiers écrits, ça ressemblait à quoi? C'était des paragraphes par-ci, par-là? C'était tout mélangé. Tout mélangé. Tout mélangé. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai essayé de trouver quelqu'un pour essayer de me mettre tout en ordre. On a travaillé, pour que ce soit un livre, on a travaillé mon manuscrit qui était des centaines de pages pour en faire une centaine. Et je n'étais pas trop d'accord parce que pour moi, ça manquait de substance, ce qui était la réalité de ce que j'ai vécu. Je ne voulais qu'on occulte rien de ce que j'ai vécu du moment que je m'en souvenais. Mais ce n'était pas évident. Et surtout que mes amis qui m'acceptaient chez eux, ils se demandaient si un jour je ne veux pas commencer à courir de folie, puisque je ne pleurais pas. Alors que pour eux, il fallait que je pleure. Mais il fallait quoi pour me faire pleurer? Alors j'ai accepté d'aller chez un psychiatre avec eux. Ah, on vous a conduit chez un psychiatre tout de suite? On m'a conduit chez un psychiatre pour m'aider à pleurer. Ah ben, j'étais d'accord. Je suis allée chez ce monsieur qui m'a dit de lui raconter. Je lui ai raconté et c'est lui qui a commencé à pleurer et à crier des choses de travers. Wow. Et puis chaque fois, je crois que j'étais devenue cynique. Parce que chaque fois que quelqu'un pleurait pour ce que je racontais, je me disais, mais de quel droit il pleure? C'est mon histoire. Et c'est pour me montrer qu'il aimait mes enfants plus que moi. Alors ça augmentait mon sentiment de culpabilité, que j'aurais pu peut-être faire quelque chose pour que mes enfants soient encore là. Mais à la fin, je disais, mais oui, mais mon mari ne pouvait pas se défendre. C'était un homme. Mon frère non plus. Les enfants. Donc, j'étais complètement foutue quelque part dans mes idées. Et après, il y en a d'autres qui m'ont conduit cette fois-ci chez une psychologue. J'ai accepté. Parce que je pense que si je refusais, on va dire, vous voyez, elle ne croit même pas à sa folie. Alors, je me suis laissée faire. Et la psychologue, ça a été la même chose. Et à la fin, quand on dit des rescapés qui gardent le silence, je n'y crois pas du tout. Parce que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas eu une oreille attentive. Oui, parce que qui veut vraiment écouter. Vous aviez trouvé le moyen de faire face à cela par l'écriture. Et on est venu vous dire, non, vous devez faire autrement. C'est ça. Et chaque fois que je voulais en faire un livre, mes amis me disaient, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas le faire. Il faut chercher quelqu'un qui puisse t'aider. Il faut te faire aider. J'ai dit, d'accord, mais qui peut m'aider? Alors, on cherchait des gens qui écrivent d'habitude, qui parlent de Rwanda. Ici, je n'en parlerai pas, ça ne sert à rien. En tout cas, il y a une que j'ai rencontrée qui était vraiment une qui écrivait beaucoup sur l'Afrique et sur le Rwanda. Et elle m'a dit, vous savez, madame, une condition, c'est que moi, vous me racontiez votre histoire et que moi, je l'écrive, j'ai dit jamais de la vie. J'avais l'impression qu'on me volait quelque chose et qui me restait. C'est mon histoire. Alors, j'ai refusé. Et j'ai continué à chercher. Et chaque fois que je rencontrais un occidental qui voulait m'aider, et il voulait absolument que je lui donne le droit de mon histoire. Non. Se l'approprier. Et j'ai proposé un Rwandais
une personne que j'apprécie en rwandais, qui s'est évadé un tout petit peu parce que peut-être que pour lui c'était trop dur qu'on fasse au travail ensemble. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un bon écrivain qui n'avait jamais été publié. Il paraît qu'il écrivait depuis 26 ans. Et c'est lui qui a accepté que mon histoire soit à moi jusqu'à un certain point. Jusqu'au moment où on trouvait un éditeur qui voulait qu'on écrive son nom à la première. Et l'éditeur qui disait non, c'est pas votre histoire, c'est l'histoire à madame à l'intérieur. Non, et c'est elle qui écrit un jeu. Donc c'est pas possible. Et finalement, l'éditeur qui se disait, et il me l'a dit, il a été vraiment très honnête, il m'a dit, madame, avec votre douleur, je vais en faire une affaire de commerce. J'ai dit, je ne demande que ça. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez que dans le métro à Paris, tout le monde avait mon livre. Je n'osais pas lever les yeux pour qu'on ne me reconnaisse pas sur la photo de l'extérieur. Oui. Donc, pour moi, écrire, c'était ma façon à moi. Et d'ailleurs, écrire m'a permis de pleurer. Comme j'écrivais au stylo, dans un gros cahier, je pleurais. Mes larmes effaçaient ce que j'avais écrit. Je recommençais toute seule. Moi qui avais peur de la solitude, j'étais toute seule dans mon appartement et j'écrivais. Je pleurais, ça s'effaçait. Je recommençais jusqu'à ce que ce soit ce que je voulais vraiment. Mon témoignage de la vie après la mort. Parce que pour moi, la survie, c'est une vie après la mort. Voilà. Donc c'est la vraie... Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. C'était parfait. Et c'est vraiment une histoire thérapeutique. Oui. Comment on peut trouver les moyens de surmonter les épreuves du génocide? Pour vous, c'est l'écriture. Justement, c'est ce que je conseille, pas seulement aux rescapés, même aux familles des bourreaux. Parce que pour qu'on soit bourreau, c'est qu'on n'est plus un humain quelque part. Donc, la déshumanisation nous a été faite comme victimes, mais les bourreaux ne le sont pas moins, parce que te transformer en destructeur de la vie, alors que vous vivez, que vous créez, parce que quand on fait un enfant, on crée, et que vous osez détruire une vie d'un enfant, l'humanité au sein même d'une maman, d'une mère, vous n'êtes plus quelque part un humain. Donc, je conseillerais à chacun d'écrire cette souffrance, mais en sachant comment en parler, être vrai par rapport à soi-même. Et c'est tout ce que j'ai été, vrai par rapport à moi-même. Parce que malheureusement, des fois, il y a des bourreaux qui écrivent la fausse histoire. Je sais. Et leurs amis, je le sais. Mais si on veut guérir, on doit d'abord écrire pour soi, pour se soigner, pour pouvoir pleurer de la lâcheté qu'on a eue comme bourreau. Au moins ça. Et se dire, moi, je suis perdue parce que j'ai appris. Est-ce que je suis prêt à apprendre ça à mon enfant? Comme pendant le génocide, quand les papas apprenaient leurs enfants à violer les femmes, à détruire l'humanité par son origine, parce que c'est au sein même de la femme qu'est née l'humanité. Et ceux qui ont violé ou détruit la féminité avec des bambous et consorts, ils étaient en train de tuer l'humanité, les générations. Est-ce qu'ils s'en rendaient compte? Oui. Donc, si on veut guérir, il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est tout. Ça fait penser à ce que disent Frantz Fanon et Aimé Césaire sur les colonisateurs. Leur propre violence se retourne contre eux et ils finissent complètement déshumanisés. C'est exactement la même chose pour le génocide contre les Tutsis. Vous savez, on dit souvent, et je le sais, c'est la réalité, que
le peuple colonisé que nous sommes, l'Afrique a été colonisée. Et ce qui est terrible, la colonisation est une idéologie de destruction du colonisé. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, moi, francophone, pour communiquer avec un Rwandais anglophone, nous sommes déjà séparés par la langue. Et puis, nous, c'est vrai, on a ce complexe. Moi, c'est fini. D'ailleurs, je conseille à tout le monde qu'on s'affranchisse de cette histoire comme on s'affranchit d'une idéologie génocidaire. Et quand je vois le complexe des enfants des colonisateurs, eh ben, ils doivent aussi se soigner par ça. En parlant des pays qui ont colonisé, vous êtes allé tout de suite en Belgique et vous avez publié votre premier livre en étant en Belgique. Comment votre travail a été reçu là-bas? Monsieur et Madame tout le monde a très bien accueilli ce que j'ai écrit. Les autorités, ils essayaient de s'éclipser. Et les journalistes, il y en a qui étaient d'accord, mais en même temps, ce n'était pas à moi de le dire, c'était à eux. D'autres qui étaient de tout cœur avec moi. Donc, on en avait de tout. Mais ce qu'on n'avait pas, c'est la volonté de la Belgique de dire ce qui s'est passé. Nous avons une responsabilité d'avoir créé cette carte qui a détruit le Rwanda et les Rwandais, qui a détruit la solidarité rwandaise qui était le socle de notre culture, le vivre ensemble. Oui, parce que c'est vraiment les colonisateurs belges qui ont créé cette carte d'identité ethnique qui a ancré dans le marbre Hutu, Tutsi, Twa, pour chaque Rwandais. C'est vraiment désormais, et ça a été écrit non à la plume, mais avec le sang des Rwandais. Donc, j'ai été très heureuse de voir le premier ministre de l'époque venir dire mea culpa. Mais il a eu des conséquences en Belgique. Le premier ministre belge de l'époque vous a dit mea culpa. Il est venu au Rwanda, il est venu faire son mea culpa. Il est venu ici, d'accord. Il a été vraiment courageux parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Ça montre vraiment son humanité. Mais tout le monde n'était pas comme ça. Bien sûr. Et alors, surtout, ici, j'aimerais dire sincèrement aux rescapés qu'ils doivent écrire. Ils doivent écrire parce que le temps va contre nous. Et il y a des choses qu'on oublie, qu'on relativise, qu'on occulte pour essayer de vivre encore. Alors que l'humanité nous doit la vérité. Nous devons la vérité à l'humanité pour se protéger. Il faut que ce passé soit connu pour que on puisse désormais baser l'avenir sur le passé, sur la mémoire. La mémoire, c'est ça qui va nous reconstruire. C'est ça qui va reconstruire un jeune Rwandais. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas des vieux comme moi, je vous assure. Ce sont les jeunes pour l'Afrique. Bien sûr, on va y revenir aux jeunes. Oui. La rescapée de la Shoah, des camps nazis, Esther Seno, témoigne souvent du fait que lorsqu'elle est sortie des camps et qu'elle est retournée à Paris, dans son quartier, les gens l'ont regardée et lui ont dit « Tu mens, c'est pas vrai. Ces histoires-là, c'est invraisemblable. » Ils lui ont aussi dit « Et puis d'ailleurs, si toi tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour être là ?» Il y a eu des suspicions, beaucoup d'agressivité et surtout un refus d'entendre l'horreur. Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Oui, oui. Parce que d'abord, le survivant est soupçonné d'avoir collaboré au crime. Sinon, pourquoi est-il là? Ou alors, le survivant, on lui dit, mais
comment tu as fait alors que toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait. Sinon, si tu avais la recette, toute ta famille serait là. Donc, c'est triste à entendre, mais en 2008, je crois que c'est en 2008 ou 2005, j'ai invité les rescapés venus de Rwanda, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. On s'est rencontrés à Jérusalem pour un séminaire. Mon objectif était comment on peut archiver la mémoire. J'espère qu'ils ont fait quelque chose parce que j'ai invité les associations Ibuka, Avega, ERG. Donc, je voulais qu'on s'en serve quelque part et il fallait voir quand les jeunes rescapés rwandais ont rencontré les rescapés juifs. C'était comme si c'était des enfants du même âge. C'était émouvant de voir ça. Donc, quelque part, l'idéologie qui nous a détruits est la même. C'est la haine. Et on a le même sentiment comme humain. On a la même honte. Parce que si je ne peux pas dire qu'on peut comparer les génocides, mais on s'appuie sur toutes les politiques qui ont mené à cette idéologie de haine destructrice de l'humain. Et on voit que l'idéologie est la même. Si on entre dans les deux, on voit que l'idéologie est la même. C'est la haine. Moi, je dis même la haine de soi-même parce que les assassins ne s'aimaient pas plus qu'ils ne m'aimaient. Et quand on va dans la Shoah, on trouve carrément les sensibilités du monde. Pendant autant d'années que le juif a été détruit, tué, en présence de personnes, des gens, et que personne n'a rien fait. Les Alliés sont venus des années après. Et quand on vient ici, c'est plus violent et très vite. Mais la violence reste la même parce que c'est la fin de la vie d'un innocent. Et des générations qui sont cassées. Quelque part, c'est quand on les met ensemble, les rescapés, on a les mêmes réactions. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune. Je dis souvent que j'ai 30 ans. Même si j'ai 70, j'ai 30 ans. Parce que ça fait, il y a 30 ans aujourd'hui, je devais ne plus être là. Mais je suis là. La vie, c'est pourquoi elle m'a choisi. Oui. Voilà, on ne traîne pas là-dessus. C'est très intéressant, juste pour compléter, si je peux me permettre, parce que l'antitoutsisme, les historiens écrivent ça, a été créé sur le modèle de l'antisémitisme, à un point où certains universitaires, ça c'est Jean-Pierre Chrétien qui écrit beaucoup dessus, ont fabriqué un protocole des sages de Sion, version Hutu Power. C'est-à-dire qu'ils ont fait tourner des textes en disant voilà ce que les Tutsis s'apprêtent à faire, dominer, contrôler, esclavagiser. Ça, c'est la même chose que l'antisémitisme. C'est le même modèle intellectuel. Donc, c'est une comparaison des plus justes de comparer la Shoah et le génocide perpétré contre les Tutsis. Mais ma chère, ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'école déjà, j'avais des cheveux pas très crépus à l'africaine. Et on nous nommait déjà les enfants des Tutsis des falachas. C'est quoi les falachas? Donc on nous a toujours comparés aux Juifs. On était des Juifs d'Afrique. Donc, et quand quelqu'un était malhonnête, on disait que c'était un Juif. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la même chose en Europe. Ça m'a étonnée. Ça m'a fait réfléchir parce que quand tu as quelque chose que tu manges et qu'un ami vient t'approche, attention, un Européen, et il te dit « Ah, tu manges un Juif ?» Donc, pour dire « Tu ne lui donnes pas.
Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Il faut que les gens comprennent tout ça. Sont des pièges qui montrent la négation de la Shoah, qui montrent que le juif est méchant et mauvais, qui montrent que le Tutsi est mauvais, puisqu'on l'appelait le juif d'Afrique. Le juif d'Afrique, tout à fait. Et qu'on parlait de solution finale. Et les génocidaires parlaient de solution finale s'agissant du génocide des Tutsis. Bien sûr. Donc ça, la solution finale date déjà du temps de la Shoah. On parlait de la solution finale du problème juif. Et pendant le génocide, on parlait de la solution finale au problème Tutsi. Mais quel est le problème Tutsi en fait? C'était le problème colonial. Exactement. Tout à fait. On n'a pas à être complexé de dire la vérité. Moi, même si la vérité doit blesser, je vais la dire. J'ai été même pas blessée, mais j'ai été tuée de l'intérieur. Au moins qu'on me laisse les protéger. C'est tout ce qui me reste, moi. Parce que j'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. Mais quand même, si je perdais mon pays, et que je perds les enfants qui me restent, qui sont des enfants du monde, je n'aurais plus rien à faire sur la terre. Je me condamnerais même moi-même. Bien sûr. Nous avons parlé de la Belgique. Je sais que vous faites le tour du monde pour présenter votre parole, votre témoignage, vos ouvrages. Mais ici au Rwanda, comment vos œuvres sont-elles reçues? Je suis très triste de voir que les Rwandais aimeraient tous savoir ce que j'écris. Mais on n'arrive pas parce que j'écris justement dans la langue coloniale, en français. Maintenant, je traîne beaucoup parce que je suis en train d'écrire un livre pour la jeunesse rwandaise, mais pas uniquement pour la jeunesse rwandaise. J'écris en Kinyarwanda, j'essaye de m'expliquer très bien en Kinyarwanda pour protéger les jeunes Rwandais. Et c'est un livre qui sera pour les enfants du monde. Je rêve que ce soit l'héritage pour les jeunes, pour que les générations n'oublient pas, que les générations sachent ce qu'on a été aujourd'hui. On dit que qui ne connaît pas son passé ne connaîtra jamais son avenir. Et d'ailleurs, c'est à se demander s'il vit aujourd'hui, s'il sait vivre son présent. Et je ne voudrais pas regretter de n'avoir rien dit, de n'avoir rien laissé en ce monde où je suis 30 ans après le génocide, alors que c'est une vie qui m'est prêtée sans doute pour que je sois utile. Bien sûr. La transmission, ça semble très très important pour vous. Absolument. Probablement que vous-même, la transmission que vous avez reçue de vos parents et de vos aïeux a été quelque chose de fondateur, peut-être? Absolument. Je me souviens de beaucoup de choses. Et ces anecdotes, je les mets déjà dans mon livre pour les jeunes. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre père, il est très difficile de connaître votre grand-père et votre généalogie. Donc, mes parents, je me souviens quand j'ai eu une chance que tous les enfants n'ont pas eu, j'avais des parents qui savaient lire et écrire. Et je me souviendrai toujours de mon père qui nous demandait nos cahiers tous les soirs, les cahiers d'histoire. De l'école. De l'école, pour savoir ce qu'on apprenait. Et il devenait fou quand il lisait nos cahiers. Il disait, c'est pas ça l'histoire. Il nous racontait l'histoire. Et il nous amenait chez notre grand-mère, sa maman qui a vécu plus de 100 ans, 107, qu'on disait. Elle a vu l'arrivée du premier blanc au Rwanda. Elle avait vu tout ça, elle était très raciste, anti-blanc. Aujourd'hui, si je lui disais que je suis belge, il dirait, ma fille, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et puis, elle nous racontait. Et nos parents, mon père disait, voilà, ce que vous avez appris ce soir, ça doit rester ici. Un voisin ne doit pas savoir,
C'est pour vos enfants et vos petits-enfants. C'est ça la vraie histoire de notre peuple. Donc il y avait des stratégies dans les familles pour protéger l'identité, l'unité rwandaise. Et puis en 1959, j'avais été blessée et je ne comprenais pas pourquoi on est venu me blesser avec une lance alors que je ne savais même pas que j'étais Tutsi. Qu'est-ce que ça... Non, ça ne voulait rien dire pour moi. Oui. Et qu'on m'avait dit, tu ne dois surtout pas montrer que toi un jour été blessée. J'ai pas osé mettre des mini-jupes comme les autres jeunes filles. J'ai eu toujours le complexe de mettre des pantalons. Et j'aime bien me mettre en pantalon. Parce que je me sens... C'est comme si j'avais encore quelque chose à cacher. Parce qu'en moi, 59, ce traumatisme qui en 59, c'était les premiers pogroms anti-Tutsi. Donc c'est là ça. que vous avez été blessé et votre père vous a demandé de cacher pour ne pas qu'on sache que vous étiez une Tutsi, en fait. Voilà, et on a passé beaucoup de temps sans savoir où était mon papa. Et maman qui ramenait à manger quelque part, j'ai jamais su où. Et un voisin qui cachait nos vaches, des choses qu'en grandissant, tu comprends mieux. Plus tard. Plus tard. Que c'était déjà les prémices du génocide contre les Tutsis. Oui, et alors, mes parents qui disaient, imaginez dans une petite tête d'enfant, savoir ce que tu dois garder à la maison et ce que tu dois dire à l'extérieur. Vive le nouveau Rwanda, que l'on puisse nous exprimer. Parce que je suis trop triste de savoir qu'il y a des vieux, des vieilles survivants de toutes les étapes, y compris ces massacres, jusqu'à à la solution finale, comme il disait, du problème Tutsi, et que ils n'ont jamais été entendus, ils n'ont jamais pu s'exprimer. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'on les écoute, qu'on écrive leurs histoires. Ils n'ont pas pu sortir toute cette souffrance. Oui. Et ils sont en train de partir. Il est de notre devoir de les chercher. Et il est de notre devoir aussi, toutes les commémorations annuelles, de porter à la lumière les récits qui sont déjà écrits. Mais oui, écoute, pour moi, nous ne devons rien oublier de tout ce qui nous a conduits à 94. Nous ne devons rien occulter, rien du tout. Et nous devons nous fâcher, nous montrer qu'on ne peut pas supporter que cela revienne. C'est une excellente transition pour ma dernière question. Oui. Vous avez dit, il faut aussi se fâcher. Oui. Vous êtes une personne, une militante, une écrivaine sans concession. Vous n'avez pas peur de parler, ni de déranger, ce qui rend vos constats si justes et votre parole puissante. Que répondez-vous à celles et ceux qui demandent constamment aux activistes de modérer leur ton, qu'ils arrêtent, de se calmer et de cacher leurs émotions? Cacher nos émotions, ils rêvent ou quoi? Et puis c'est un cauchemar, parce que moi, je ne vais jamais taire. Il y a une chose que nous devons savoir. Il faut dire toute la vérité aux enfants. Toute la vérité. Mais savoir comment leur donner cette vérité-là en évitant de les blesser. Oui. Et hier, Noki m'a rappelé que j'étais en Djamena, dans une école, que les enfants aujourd'hui demandent encore si je peux revenir. Je ne cache jamais rien aux enfants, mais j'ai ma façon de parler aux enfants parce que je les aime. Bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi on me demande de modérer. Modérer quoi déjà? Un coup à la machette, je dois modérer. Le révisionnisme et la négation, qu'est-ce que je dois modérer? Qu'ils demandent aux négationnistes et aux révisionnistes de modérer leurs paroles qui nous blessent et qui préparent l'humanité à l'horreur. Et je ne peux pas supporter que cela recommence. C'est pour cela, je crois, que j'ai survécu. Sinon, ma survie n'aurait servi à rien si ça recommençait dans le monde. Alors qu'il me laisse faire mon devoir.
je ne veux pas me taire. Oui. Et je ne veux pas ne pas me fâcher. Et je ne veux pas mentir. Tu sais, je ne hais personne, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas de haine à moi, j'ai la révolte. La révolte, ce qui est juste et saine. Et je suis fâchée contre les gens qui veulent que l'humanité revive la même chose depuis le génocide des Arméniens. D'accord? Donc, que me laisse tranquille. Je parlerai sans concession parce que les générations ont le droit de connaître la vérité de leur histoire. Seulement, je plains les jeunes Rwandais. Ils portaient tellement un poids de cette histoire parce que le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est pas une histoire des Tutsis ou des Hutus. Qu'ils oublient ce que les étrangers leur disent. C'est l'histoire des Rwandais, c'est l'histoire de nos générations. Avant d'être l'histoire de l'humanité, ce sont nous qui portons cette histoire. Et nos enfants vont porter cette histoire. Il faut les aider à accepter ce poids. Parce que si on croit... Je ne sais pas, je pense que quelque part, c'est à nous de porter notre croix pour sauver l'humanité. Bien sûr. Voilà. Mais c'était aussi le message du président, son Excellence Paul Kagame, pendant le dialogue national. Il a dit aux jeunes, il faut parfois savoir se mettre en colère, quand la colère est saine, bien sûr. J'ai pas vu ça, malheureusement. Oui. Surtout que j'aime beaucoup notre président. C'est mon modèle, même si ça m'a valu des conséquences à des télévisions quand on me disait quel est ton modèle de vie? Il y a des Africains, quand on leur pose la question, ils disent Mandela, d'autres disent Indira Gandhi, d'autres disent Nana. Et vous? Je disais, Monsieur Paul Kagame, ils étaient fous, j'étais coupable, mais c'est la réalité. Il faut... Vous savez ce que j'ai aimé du Front patriotique? Aujourd'hui, je vous dis toute la vérité. D'abord, si on n'avait pas eu le Front patriotique, qui aurait arrêté le génocide contre les Tutsis? Personne. Et qui aurait aidé les rescapés à réfléchir, à reconstruire quelque chose? Parce que j'ai eu de la chance d'avoir les autorités qui m'ont aidé à réfléchir positivement. Ils m'ont soigné quelque part. Parce que d'abord, je ne comprenais pas ce qu'on me parlait de la réconciliation. J'étais furieuse. Mais le pays appartenait aussi bien aux victimes qu'aux bourreaux, qu'aux justes. Donc, il fallait reconstruire une nation pour avoir le minimum de liberté. Il fallait pardonner. C'est un médicament très amer, hein, mais ça nous a aidé vraiment à nous reconstruire, à reconstruire les valeurs rwandaises de notre culture, la solidarité. Regardez où on en arrive, c'est grâce au Front patriotique qui nous a aidés à réfléchir. Alors qu'ils avaient vu l'horreur sur le chemin, que, écoute, j'ai rien à les reprocher. Bien sûr. Nous devons tous plutôt nous impliquer pour rendre notre pays encore plus beau qu'il ne l'est, qu'on attire les gens, qu'on reconnaisse ces gens qui ont sauvé les vies en exposant leur vie. Ça fait partie de mes projets. Il faut qu'on remercie toute personne qui a sauvé la vie, même d'un bébé Tutsi quelque part. Merci beaucoup, c'est un excellent mot de la fin, Madame Mukagasana. Merci encore et à très bientôt pour un autre épisode. Merci.